Bienvenue sur Philanthropio, je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier mon partenaire Altrui. Altrui est une association digitale sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l'engagement associatif, notamment à travers le Podcaston, le plus grand rassemblement caritatif qui réunit la communauté de podcasts francophones. La deuxième édition aura lieu du 25 au 31 mars 2024 et il se murmure que de très belles surprises se préparent. Vous pouvez déjà consulter la liste des podcasts participants au www.podcaston.org. Philanthropio sera bien sûr au rendez-vous. Et si vous souhaitez participer au choix de l'association que je soutiendrai, je vous invite à suivre la page LinkedIn et le compte Instagram du podcast. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter ? Philanthropique. Philanthropique. J'en ai un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois Philippe Leblanc-Evin, responsable service bénévolat à la direction Action Sociale Retraite du groupe de protection sociale Malakoff Humanis. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais explorer à nouveau la thématique du bénévolat puisque la dernière fois que j'ai reçu des invités pour en parler, c'était en 2019 avec François Dequéré et Thibaut Jourou. Cette fois-ci, on va parler de la place des seniors dans le bénévolat associatif et en particulier au sein du réseau des relais amicaux. Selon l'INSEE, en 2050, plus d'une personne sur 3 aura plus de 60 ans. Le sujet de la vie sociale des aînés est donc un enjeu de société majeur et pourtant ô combien invisible. Dans cet épisode, vous allez découvrir à quoi ressemble le bénévolat à la sauce Malakoff Humanis. Un bénévolat résolument axé sur le plaisir et qui s'inscrit dans une dynamique de tiers-lieu, c'est-à-dire d'hybridation entre la collaboration, la transmission, l'expérimentation ou encore l'appropriation de savoir. Bonne écoute! Alors bonjour Philippe, bienvenue sur le podcast. Bonjour Charlène. Tu es responsable service bénévolat à la direction Action Sociale Retraite de Malakoff Humanis, un groupe de protection sociale mutualiste à but non lucratif pour les entreprises et les particuliers. Donc en gros, vous offrez des prestations liées à la santé, à la prévoyance et à la retraite. Aujourd'hui, on va parler de la question de l'importance du bénévolat par et pour les aînés et de sa valorisation dans la société. Cette entreprise, tu la connais comme le fond de ta poche, Philippe, puisque ça fait plus de 31 ans que tu y travailles. Pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours au sein de Malakoff Humanis. Comment t'es passé de la maîtrise d'ouvrage à l'action sociale il y a maintenant 7 ans et nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton poste au sein de ce grand groupe. Comme tu l'as dit, 31 ans de carrière, je vais peut-être pas rebalayer toute ma carrière, mais dans les grandes thématiques, j'ai commencé à la direction de la santé, j'ai très vite basculé à l'informatique, toujours sur des postes de responsable, et puis je suis ensuite passé à la maîtrise d'ouvrage sur une application métier, et puis dernièrement à l'action sociale, depuis 7 ans, comme tu le dis, à l'action sociale. Alors pourquoi basculer de la maîtrise d'ouvrage à l'action sociale retraite ? J'ai été pendant une semaine bénévole. C'était un projet qui était développé justement par les partenariats nationaux à la direction de l'action sociale retraite. Et ce projet consistait à accompagner pendant une semaine sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, d'accompagner des personnes déficientes visuelles. Donc j'ai posé une semaine de vacances et je suis parti accompagner des personnes malvoyantes sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai vécu une semaine formidable parce que j'ai appris beaucoup de choses par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer ces personnes et que moi à côté j'étais rien et quand je voyais tout ce qu'elles faisaient j'étais vraiment formidable. Et puis quand je suis revenu de cette semaine, on a refait quelque temps après un débriefing avec la responsable du projet. Je dirais que sur un petit ton d'humour, mais pas vraiment quand même, j'avais quand même une petite idée derrière la tête, en me disant, écoute, si jamais une opportunité se présente au sein de cette direction, ça m'intéresserait parce que ce que j'ai vécu là, ça m'intéresse. Et puis, on voit que c'est une direction qui bouge, qui est très innovante.
Et c'est aussi ce que je recherche dans mon métier. Donc voilà. Et puis, la chance a été avec moi. J'ai eu la chance, effectivement, un poste s'est ouvert. J'ai donc passé les entretiens comme il se doit. Donc, tout a été respecté. Je tiens à rassurer tout le monde. Et puis, ma candidature a été retenue. Et puis, donc j'ai fait 18 mois donc aux partenariats nationaux, donc sur des projets qui étaient très intéressants et à la fois aussi très innovants. Et puis à la fin de cette période, c'est présenté donc la personne qui était responsable du service bénévolat chez Malakoff Humanis a donc fait valoir ses droits à la retraite. Et donc on m'a proposé si effectivement ce poste m'intéressait. Et donc là aussi. J'ai postulé et donc je suis là aujourd'hui et ça fera 7 ans au mois de janvier que je suis présent sur ce poste. Mais quand je fais l'analyse un petit peu de ma carrière, je me rends compte que finalement j'ai toujours eu ce lien et ce besoin de relation client, d'apporter à l'autre, d'apprendre de l'autre, mais d'apporter à l'autre. Et le bénévolat, je suis en plein dedans, quoi. Je veux dire, et je m'épanouis. Et j'ai une équipe aussi qui est formidable. Et franchement, je prends vraiment du plaisir tous les matins en venant au bureau pour travailler sur ce que je fais aujourd'hui. Donc toi, ton poste, ça consiste à accompagner l'ensemble de tes collaborateurs, mais aussi les clients de Malakoff Humanis dans leurs actions de bénévolat. Tout à fait. Alors moi aujourd'hui j'ai une équipe de 15 collaborateurs, enfin de 15 collègues répartis sur toute la France. En fait le bénévolat chez Malakoff Humanis c'est les associations relais amicaux et puis un nouveau réseau qu'on a mis en place l'année dernière. Mais je pourrais en parler un peu plus ultérieurement. Donc voilà, moi j'accompagne. Et puis, je suis en relation de plus en plus avec aussi des partenaires qui, bien souvent, sont accompagnés par ailleurs par Malakoff Humanis et l'Action sociale retraite Malakoff Humanis sur un volet, je dirais, d'accompagnement, de développement, de changement d'échelle. Donc, on peut les accompagner sur ce volet-là, peut-être parfois sur un volet financier également, n'écartons pas ce sujet-là. Et puis, parfois, on se rend compte que OK, on a les finances, on a tout ce qu'il faut pour démarrer, mais ce qui nous manque, je dirais que c'est un peu de la matière grise. Et cette matière grise, c'est quoi? C'est des bénévoles. Et là, le sujet, je suis souvent contacté justement pour voir comment, à travers mon réseau d'associations qu'on a aujourd'hui, le réseau d'associations qu'on a aujourd'hui, ou comment on peut accompagner, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout miser sur ces associations. On peut aussi imaginer que où nous ne sommes pas présents aujourd'hui, on peut l'être demain. Et c'est aussi dans cette perspective que l'on mène nos missions aujourd'hui. Le bien vieillir et la lutte contre l'isolement social des personnes âgées, c'est un des 4 piliers de l'engagement de Malakoff Humanis avec le handicap, le cancer et les aidants. Mais ce pilier-là du bénévolat, c'est celui dont on va parler essentiellement aujourd'hui. Chacun de ces piliers est décliné en action à la fois en interne, auprès de vos clients et au niveau de la société. C'est ça qui est intéressant. Mais pour revenir au sujet du bénévolat, est-ce que tu penses que c'est la meilleure arme contre l'invisibilité sociale des aînés ? En tant que responsable du service bénévolat, je vais naturellement te dire oui. Alors, est-ce que c'est la meilleure arme ? Restons quand même modestes, mais je dirais que effectivement, c'est au vu des retours que je peux avoir sur le terrain, puisque moi, mon objectif, c'est aussi de côtoyer le terrain. Hein, c'est pas simplement d'être dans un bureau et de donner, je dirais, les consignes et de les faire appliquer sur le terrain. Moi, j'aime aller sur le terrain pour rencontrer justement les personnes à qui on fait confiance, qui nous font aussi confiance. Ça, c'est hyper important, et qui mènent leurs actions de bénévolat. Ces personnes-là, aujourd'hui, elles me disent que leur engagement, ça leur permet effectivement de s'épanouir, de donner aux autres, puisque le principe même du bénévolat, c'est de donner de son temps aux autres, mais c'est surtout, et ce qui est intéressant, c'est aussi apprendre des autres et recevoir des autres. C'est une bonne arme, je dirais. Maintenant, il y a aussi des personnes qui il faut le reconnaître et l'avouer, c'est qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément besoin de s'engager dans du bénévolat pour être bien socialement, pour avoir des relations, du lien social, etc. Donc, mais je dirais que le bénévolat a quand même des valeurs parce que ça apporte un plus. Une autre question que j'avais envie de te poser, Philippe, c'est toujours par rapport à cette visibilisation des seniors ou des aînés dans la société. Est-ce que tu crois qu'il n'est pas temps de s'exprimer plus largement et collectivement sur leur place qu'on leur accorde dans la société
pour favoriser justement le bien vieillir. D'après toi, est-ce que les médias ou les instances politiques jouent un rôle, jouent pleinement leur rôle dans ce débat? C'est quoi la place des seniors? Et il faut peut-être aussi s'interroger et interroger les seniors pour savoir quelle place ils veulent au sein de la société aujourd'hui, en prenant en compte aussi que être senior aujourd'hui, j'échangeais début de semaine avec un médecin qui me disait qu'il avait participé à une conférence qu'on avait organisée. Dans l'assemblée, il y avait 30 ans d'écart entre la personne la plus âgée. Donc on avait une personne qui était née en 1931 et une personne qui était née en 1961. Et ça montre typiquement la réalité de ce qui existe aujourd'hui et ce qui va être encore plus fort demain. Pas forcément les mêmes appétences, pas forcément les mêmes besoins, mais quelle est leur place? Et ce qui était quand même encourageant, et ce que je trouvais plutôt bien, le côté positif que j'en ai de cet échange avec ce médecin, c'est que finalement, même en étant né en 1931, la personne était bien présente à la conférence. Et je me suis dit, donc ça a du sens ce qu'on fait, et il faut continuer justement. On peut être aussi acteur, on peut aussi continuer à s'intéresser, et tant mieux, à ce qui est proposé. On met parfois des choses en place où on prend des décisions qui sont pas forcément véritablement adaptés aux besoins des personnes et on décide à leur place. Il faut peut-être éviter ce genre de choses. Peut-être qu'il faut effectivement questionner les seniors, savoir qu'est-ce que l'on veut pour elles. C'est aussi ce que l'on fait chez Malakoff Humanis quand on organise des événements et ce qui nous permet de pouvoir répondre à un besoin du terrain, plutôt que de mettre en place des choses qui sont complètement déconnectées. Évitons ce genre de choses. Parce que là aussi, est-ce que je mène une bonne politique auprès des seniors dans ma commune, dans ma ville, etc. Parce que j'organise des activités. Est-ce que tout le monde vient à ces activités-là? C'est aussi se poser la question. C'est pas parce on met ça en place que l'on satisfait tout le monde. Moi, je me pose toujours la question. Moi, où je suis. Il y a un budget qui est assez important sur une politique des seniors, mais encore une fois, cette politique, elle est adaptée aux personnes qui viennent à ces activités, qui peuvent être en capacité de venir. Et ceux qui ne peuvent pas, et ceux qui n'ont pas forcément envie, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de venir vers du collectif, où ils vont le faire, mais en plusieurs étapes, ça va pas être forcément quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Donc, est-ce que c'est ça une politique adaptée, une politique de la ville et une politique pour les seniors? Moi, je me pose des questions et pour moi, non. Pour moi, c'est pas ça. C'est important de mener une politique différente, mais qui réponde bien à des besoins du terrain. Oui, j'ajouterais aussi la culture de l'engagement parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui a eu cette culture de l'engagement depuis jeune adulte ou enfant même. Certaines personnes arrivent à l'âge de la retraite et n'ont juste jamais fait de bénévolat. Donc c'est pas quelque chose, ça va pas être un réflexe naturel chez eux. Aujourd'hui, pour moi, le bénévolat est plutôt un terme, je dirais, négatif. Alors ça peut choquer peut-être certains, non pas dans l'action, parce que je suis le premier à valoriser, à dire que du bien sur les personnes qui s'engagent. Quand on dit à des futurs retraités ou à des jeunes retraités, mais pourquoi tu fais pas du bénévolat? La première réponse qu'ils vont nous faire, c'est de dire ah non, moi le bénévolat c'est bon, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, j'ai envie de voyager, etc. C'est la première réaction qu'on a. Et puis derrière ce mot bénévolat, il y a un frein. Parce que derrière le mot bénévolat, il y a une question d'engagement à long terme, sur la durée, avec une peur de ne plus avoir sa liberté. Le retraité aujourd'hui, c'est j'ai fini mon travail, j'ai fini mes périodes, j'ai cotisé, là c'est bon, je suis en retraite, ok, mais maintenant je veux être libre. Et ce mot, il a toute sa valeur, mais derrière, bénévolat, surtout pas, parce que derrière, je vais justement perdre cette liberté. Et c'est pour ça qu'on découvre aujourd'hui une nouvelle forme de bénévolat. Ne faut-il pas dire que est-ce que vous êtes prêt à donner un peu de votre temps? Est-ce que vous êtes prêt à travailler sur un projet? Et moi, j'y crois beaucoup à ces termes-là, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que quand on utilise ces termes-là, eh ben justement, derrière, inconsciemment, on se dit que la durée, elle va être limitée. Et que oui, ça m'intéresse de participer à l'expérimentation, parce que l'expérimentation, elle a une durée. Et puis après, on s'aperçoit que la personne, elle est à l'aise et que ça ne la dérange pas de s'impliquer davantage et sur du plus long terme sur ce projet ou sur cette expérimentation qui finalement devient un projet en tant que tel. Aujourd'hui, le départ à la retraite, il est plus tard. Enfin voilà, donc faut quand même en être conscient. Donc quel comportement vont avoir les futurs retraités quand tu vas avoir 64 ans et que alors on n'y est pas.
est-ce que je suis enclin à m'engager dans du bénévolat? Par nature et par statistique, là aussi, on s'aperçoit que une personne retraitée, on s'engage dans du bénévolat à partir d'un an, 12 à 18 mois, pas avant. Pourquoi? Il y a cette soif de liberté. Quand on a passé un cap au niveau d'un âge et qu'on n'a pas forcément rejoint un milieu associatif, alors sans parler forcément de s'engager, on parle du bien vieillir dans ce cas-là, c'est pas forcément évident d'aller vers le collectif parce que j'ai eu ma petite vie routinière, je côtoie des gens, etc. Mais le milieu associatif, j'ai jamais mis les pieds, donc pourquoi j'irais? Et puis je vais me sentir, c'est pas toujours évident d'arriver dans une association, il faut faire un petit peu son trou, faut oser. Alors si on a des personnes en plus qui sont, je dirais, un petit peu introverties, etc., c'est pas forcément évident. Donc, et je pense qu'il faut, si on veut effectivement travailler sur le bien vieillir et offrir toutes les chances pour justement bien vieillir, côtoyer les milieux associatifs, faut essayer de le faire, je dirais, assez tôt. En fait, ce que j'entends aussi à travers ton témoignage, c'est que, alors déjà la question de l'évolution du bénévolat dans les prochaines décennies, elle est super intéressante. Par exemple, est-ce que moi, futur retraité, alors c'est dans longtemps, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant de se dire comment moi je serais amenée à appréhender le bénévolat à l'âge de la retraite. Est-ce que je vais l'aborder comme, je sais pas, un projet start-up ou un projet, par exemple, qui va venir compenser un rêve que je n'ai jamais réalisé dans ma vie professionnelle? Est-ce que je vais sélectionner les organisations comme je sélectionne un emploi? Est-ce que en fait il y a plein de problématiques, ouais. C'est toutes ces questions-là, tu as raison, parce que vers quoi je veux m'engager, et souvent s'engager dans du bénévolat. Alors soit on a des idées bien précises, on sait vers quoi, est-ce qu'on veut vraiment accompagner des personnes aînées, est-ce qu'on veut accompagner des enfants, etc. Mais souvent la question, mais faire du bénévolat, ou s'engager, mais pour faire quoi? En fait, j'ai l'impression que la question de la mission, elle est fondamentale parce qu'il y a deux choses. Soit on est sur du lien vraiment humain, par exemple, on donne de son temps à des aînés pour aller leur rendre visite, avoir des conversations, les faire sortir un petit peu de leur EHPAD. Donc là, on est vraiment sur une relation d'aidant, on est vraiment dans le care. Soit on va être sur de la tâche vraiment à valeur ajoutée autour d'un projet bien défini, comme tu disais tout à l'heure, donc un projet qui a un début, un milieu, une fin. Ça peut être un projet pilote, ça peut être implémenter quelque chose. Mais j'ai l'impression que la tâche un peu qu'on a souvent à l'esprit, on va dire, la tâche qu'on relègue à des bénévoles, qui est la tâche à faible valeur ajoutée, qui va être par exemple, je sais pas moi, faire de l'administratif, coller des timbres sur des enveloppes ou peu importe. J'ai l'impression que ça va complètement disparaître, quoi. Les gens vont être aussi un petit peu plus regardants sur la manière d'allouer leur temps et sur effectivement leur position de bénévole. Donc ça, c'est un premier point. Puis je dirais que le deuxième, c'est tout le narratif qu'il y a derrière cette idée de bénévolat. C'est-à-dire, et puis c'est la même chose en philanthropie en fait. Quels sont les nouveaux récits qu'on est capable de proposer pour justement rendre ça un petit peu plus engageant, rendre ça un petit peu plus cool, etc. Je pense que c'est la même chose au niveau du bénévolat. C'est quel récit on construit autour de ça. Et tu as raison, c'est hyper important et on s'en rend compte, c'est de bien définir la mission et que ce soit une mission attrayante et que les règles du jeu soient bien exposées, qu'on se retrouve pas non plus avec des personnes qui renoncent justement parce que la mission n'était pas suffisamment précise. Et puis, comme tu le disais, peut-être que dans certains cas, et c'est peut-être vrai, mais j'espère que c'est pas vrai dans mes associations, relais amicaux, mais on n'est pas là. Être bénévole, c'est pas combler un manque. Être bénévole, c'est prendre du plaisir, c'est donner du sens, c'est montrer qu'on est encore important. On parle effectivement de cette jouissance de la liberté. C'est important donc pour les nouveaux retraités de continuer, de rester libre, par exemple, de voyager, etc., de pas s'engager forcément sur des mandats de longue durée ou sur une récurrence. Il y a peut-être aussi cette idée de ce qu'on appelle, je crois, la génération un peu pivot, c'est-à-dire qui a besoin de prendre soin à la fois de son ascendance et de sa descendance, parce que on s'en va aussi vers une explosion du grand âge, on vit de plus en plus vieux et en bonne santé, donc les personnes se retrouvent finalement à la fois devoir prendre soin de leurs parents et de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants. Donc ça réduit un petit peu le champ des possibles. C'est exactement les arguments que tenait justement ce médecin avec qui, ce docteur, un gériatre, qui disait qu'effectivement aujourd'hui, quand on a 70 ans, on a encore potentiellement des enfants à charge, mais qu'on a aussi potentiellement des parents aussi
pas à charge, mais dont on peut être aidant, et qu'on est effectivement, comme tu le dis, on est sur cette génération pivot, et donc il faut et ça, ça va être, et c'est de plus en plus fréquent, et ça va être de plus en plus fréquent. Alors, on va s'intéresser aux relais amicaux, parce que c'est le projet phare vraiment dont tu t'occupes au sein de Malakoff Humanis. Vous encouragez donc vos clients retraités à s'engager socialement via donc ces 41 relais amicaux à travers toute la France. Comment ça fonctionne? Parle-nous un petit peu de ce projet. Alors, je vais dire que chez Malakoff Humanis, on a les relais amicaux. Je dirais qu'on parlera du bénévolat et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je suis aussi fier des relais amicaux, mais je suis aussi fier de notre pendant, de notre nouveau réseau qu'on a constitué depuis l'année dernière. Donc, les relais amicaux, effectivement, sont 41 associations donc réparties sur toute la France, qui sont des associations donc ouvertes à tous les retraités, hein, et pas que les retraités, puisque je tiens à souligner que dans les statuts, il n'y a pas de notion d'âge qui est stipulée dans les statuts, donc aucun article stipule qu'il faut être retraité pour adhérer aux relais amicaux. Donc ça, c'est intéressant, et c'est surtout intéressant, c'est que aujourd'hui, et encore plus demain, je souhaite qu'on élargisse justement l'ouverture de ces associations auprès des jeunes. Aujourd'hui, j'ai des universités qui me contactent parce que effectivement, un étudiant qui s'engage sur 20 ou 30 heures de bénévolat peut potentiellement lui apporter des crédits supplémentaires sur son semestre. Donc voilà, bon, c'est des choses qu'on découvre et on est ravi d'être sollicité. On a un projet là prochainement avec le relais amical de Nice et l'université. Et voilà, c'est quelque chose de très qu'on n'a jamais fait, mais voilà, on ose. Et quand mon collègue m'a dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, j'ai dit écoute, tu te poses même pas la question, je sais pas comment on va faire, mais on y va. Donc on verra ce que ça donne, parce que là on est vraiment sur de l'international, hein. Donc on accueillera quelques amis américains pour venir nous rejoindre dans les relais amicaux. Donc les relais amicaux, effectivement, ce sont des associations qui sont animées uniquement par des bénévoles, il n'y a pas de salariés. Et donc moi, mon équipe, comme je disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui 15 dans l'équipe. Et sur les 15, j'ai parmi ces 15 collègues, j'ai des collègues qui sont référents bénévolat. Donc un référent bénévolat, c'est une personne qui a en charge ces relais amicaux, qui doit les accompagner dans leur quotidien ou dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais on est là aussi pour les encourager à développer des projets et à développer des actions autour du bien vieillir, comme tu l'as dit, autour du bien vieillir, autour des aidants, autour du handicap, etc. Parce que effectivement, il faut rappeler que ces actions-là, ce sont les orientations fixées par la fédération Agir Carco, donc la fédération qui gère l'ensemble des caisses de retraite françaises, privées, et donc moi, mon objectif et l'objectif de mes collègues, c'est d'encourager les associations à développer des actions de bénévolat autour de ces orientations prioritaires, et principalement autour de ces orientations prioritaires. Et j'ajouterai aussi tout ce qui va toucher autour de la prévention santé. Prévention santé, donc l'activité physique, bien sûr, et puis cognitive, parce que être en forme, c'est pas être en forme uniquement parce que je fais mon footing tous les matins, c'est aussi être en forme au niveau du cognitif. Est-ce que mon cognitif, voilà. Donc voilà, on travaille sur tous ces sujets-là. Nos bénévoles, évidemment, enfin toute personne qui souhaite s'engager dans un relais amical en tant que bénévole est formée, puisque notamment sur l'accompagnement au bien vieillir, c'est quoi être un senior, comment comprendre l'EHPAD, etc. C'est important parce que on a, comme beaucoup de sujets, on a des idées un peu toutes faites, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que bien souvent, le bénévole était là pour parfois et malheureusement combler des moyens humains. Donc comment nous, en tant que bénévoles, on peut contribuer justement à faire que ces lieux soient des lieux de vie également. Donc voilà, donc les relais amicaux, c'est ça, et puis on a aussi des activités de loisirs et culture, parce que moi je pars du principe que donner de son temps, c'est bien, mais si on peut en même temps profiter de son temps, parce qu'on n'est pas non plus bénévole 24/24, hein, et tant mieux, et c'est pas l'objectif non plus, et c'est surtout pas mon objectif. Mais je trouve intéressant effectivement que une personne puisse donner un peu de son temps, mais puisse aussi profiter un peu de son temps. Voilà, donc je vais aller peut-être animer des ateliers
atelier mémoire, on va dire, pour faire simple. Et puis en même temps, je peux aussi faire des randonnées, je peux participer à des activités qui sont proposées par l'association. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent nos associations. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de partenaires qui nous sollicitent parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, un projet, c'est pas seulement l'accompagnement financier et changement d'échelle. Parfois, il y a des projets où effectivement, il faut des hommes et des femmes pour mener à bien le projet. Et ces hommes et des femmes, ce sont des bénévoles. Et donc, on a notre rôle à jouer par rapport à ça. Mais ça permet aussi de découvrir des sujets qu'on n'aurait pas forcément traités il y a quelques années, parce que voilà, l'association, elle était une association. Et moi, j'ai beaucoup sensibilisé depuis plusieurs années déjà à dire, si vous voulez vivre, si vous voulez exister et montrer que vous êtes un acteur local, parce qu'une association, quelle que soit l'association dans une ville, c'est un acteur local, parce que les membres de ces associations, ils viennent à l'association. Donc quelque part, ça contribue justement au bien vieillir, à la prévention de santé, quelle que soit la nature de l'action et des activités qui sont proposées au sein d'une association. Et donc je les ai beaucoup incités, on les a beaucoup incités justement à rencontrer les acteurs locaux, à rencontrer les autres associations locales, à participer, comme je le disais tout à l'heure, à des expérimentations, à apprendre des nouveautés, à découvrir des choses. Et c'est toute la richesse, je dirais, des bénévoles et de ce que l'on peut leur apporter, justement, de pouvoir côtoyer des jeunes startups, favoriser l'intergénérationnel, et ils en sont ravis. Je veux dire, quand on a des jeunes en face de soi qui ont même pas 30 ans, qui développent un projet, et ce projet, il y a l'effet waouh, moi je me dis, c'est super, on a tout gagné, quoi. Leur ouvrir notre boîte à outils justement pour leur donner tous les moyens qui vont contribuer à favoriser un bénévolat qui soit bénévolat plaisir, tout simplement, et qui soit du plaisir. Oh, j'aime bien cette idée de bénévolat plaisir. Généralement, quand on fait du bénévolat, c'est effectivement, faut pas que ce soit des contraintes, mais du bénévolat plaisir, oui. Et c'est ce que l'on veut dans nos relais amicaux, mais c'est ce que l'on veut aussi, et c'est, je dirais, le deuxième volet du bénévolat Malakoff Humanis, c'est un réseau de bénévoles nationaux. Ce sont des personnes qui souhaitent s'engager, mais qui sont assez éloignés d'un relais amical. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? On a osé, on a dit ok, on y va. Pourquoi? Parce que les sujets et les personnes que l'on côtoie, les sujets et les projets que l'on a sont souvent en complémentarité des lieux où sont nos associations. Donc ça veut dire qu'on va être plus présent sur le maillage territorial. Donc ça, c'était un premier aspect. Et puis le deuxième volet, parce qu'on veut effectivement, c'est un des objectifs de Malakoff Humanis, d'être présent sur le plus possible sur le territoire. Et puis le deuxième volet, et ça c'est hyper important parce que c'est tellement riche, c'est que on côtoie on est plutôt dans des communes. Aujourd'hui, nos relais amicaux sont essentiellement dans des villes. Et aujourd'hui, chacun sait que dans une ville, il y a pléthore d'associations. Mais en revanche, sur des milieux plutôt ruraux, alors on n'arrive pas en disant, voilà, on est Malakoff Humanis, on va tout révolutionner dans votre commune, vous faites des activités pour vos seniors, mais nous, on sait mieux faire et on va révolutionner la chose. Pas du tout. On vient présenter ce qu'est le bénévolat Malakoff Humanis, nos ambitions. On leur dit, voilà, nous, on n'est pas là pour changer complètement ce que vous avez. Nous, on a des boîtes à outils, on a une boîte à outils. Et puis en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez faire avec nous, ou pas, parce que vous avez aussi le droit de ne pas vouloir collaborer avec nous, mais nous, on peut vous accompagner. On peut vous proposer des formations pour vos bénévoles, on peut travailler sur la prévention santé, on peut organiser des conférences, on peut capitaliser sur tout ce que l'on a et tout ce que propose l'action sociale Malakoff Humanis et la GIRCARCO, et faire en sorte que ça arrive chez vous. Parce que bien souvent, les actions, elles sont plutôt faites, parce que c'est aussi une question de facilité, elles sont faites dans les villes, et donc peu en milieu rural, même si c'est quelque chose que l'on souhaite développer chez Malakoff Humanis. Dès lors qu'il y a une validation, c'est ok, alors qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire? Et là, on est en mode projet.
et on co-construit avec eux. Et ça, on insiste beaucoup sur la co-construction. Mais ça peut être aussi avec un établissement, selon les projets, ça peut être aussi avec un établissement dans un petit village, dans une commune, etc., qui souhaite développer des choses. Effectivement, pour accompagner ce projet et développer ce projet, on a besoin de ressources, on a besoin de bénévoles. Et donc, on va procéder, et c'est là où on va ouvrir notre boîte à outils, on va procéder à un recrutement de bénévoles, hommes et femmes. On va leur expliquer, on va les rassurer, on va leur expliquer que c'est donner un peu de son temps, que c'est pas du bénévolat tel que je le citais tout à l'heure. C'est pas non plus qu'ils conservent leur liberté, voilà, qu'ils sont accompagnés par Malakoff Humanis, à la fois au niveau des formations, qu'ils sont aussi un bénévole faire des missions, est-ce qu'il est assuré? Parce qu'il y a aussi la question d'assurance. Donc Malakoff Humanis assure aussi les bénévoles qui acceptent de collaborer avec nous. Un truc banal, hein, une sortie, voilà, la commune, elle avait typiquement, elle avait un minibus. Elle avait les moyens, il y avait un minibus, les salles, il n'y a pas de problème, on a la salle que l'on veut, on a juste à définir les créneaux que l'on veut, les jours, etc. Et le minibus, ok, il est dans le garage parce qu'il n'y a pas de bénévole pour le conduire. Donc nous, on a dit, ok, on veut bien vous accompagner, on a des bénévoles qui sont prêts. Et nous, ce qu'on veut, on peut proposer des sorties tous les mois, on peut proposer une sortie avec ce minibus. Et quand on a proposé ça, la mairie a dit, il y a des gens qui viennent régulièrement. Et c'est, tant mieux, hein, il faut continuer, hein, si personne. Mais il y a des gens, on sait qu'ils ne viennent jamais. Et comment on peut faire pour que ces gens puissent sortir de chez eux? Et la mairie a appelé chacune des personnes qui ne viennent jamais et leur a proposé, et c'est pas Malakoff Humanis qui leur a proposé, on est là bien sûr, mais c'est la mairie qui vous propose une sortie, voilà. Et ces personnes ont dit oui. Et on a eu 14 personnes qui sont venues, qui n'étaient pas sorties de chez elles depuis plusieurs mois. Alors sortir, elles sont sorties de chez elles pour aller chercher le pain ou aller faire leurs courses, mais sorties, faire une balade au bord de la mer, etc., puisque c'était sur la côte. Et ces personnes-là, le CCAS a joué le jeu et on était content que justement il y ait cette adhésion. Et donc ils nous ont effectivement identifié 14 personnes. Et ce qui était plus émouvant, je dirais, parce qu'il y a toujours une petite larme, je dirais, dans ce genre d'histoire. Il y a beaucoup de sourires, mais il y a aussi toujours une petite touche. C'est qu'il y a un monsieur qui est venu vers un des bénévoles et qui a dit, vous savez, ça fait des mois que je n'étais pas allé à la mer, et grâce à vous, j'ai pu aller sur la côte, j'ai pu revoir la mer, et ça faisait des mois voire peut-être même des années que je n'étais pas allé. Ça peut paraître bête, je veux dire, pour certains, ils vont dire, mais des gens qui habitent à 40 minutes de la mer, ils peuvent pas aller voir la mer. Oui, il faut savoir que ça existe. Il y a des gens qui habitent proche de la mer et qui, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, parce qu'il n'y a pas forcément des transports en commun, il n'y a pas forcément le système de mobilité qui va bien. Et ces personnes-là, effectivement, ne voient pas la mer. Et par rapport à, effectivement, d'autres personnes qui ont beaucoup plus de moyens et qui la voient tous les jours. Voilà, donc ce sont des belles histoires comme ça, et des histoires comme ça, on en a plusieurs, et c'est aussi notre force parce que plus on a de projets, plus on a d'aventures, et plus on peut raconter ce que l'on a fait, et plus on peut se référer aussi à ce qu'on a mis en place, et ce qui nous permet de grandir justement et de dire voilà, un projet comme ça, c'est exactement le même projet qu'on a fait sur telle commune, et oui, il faut y aller, quoi. C'est hyper intéressant. Et en fait, ce que ça m'évoque, c'est que c'est un exemple de partenariat public-privé finalement, entre une entreprise et des communes ou des villes autour de l'implantation d'unités bénévoles ou de cellules de bénévolat. Et donc là, on a la démonstration que ça fonctionne et que ça rayonne vraiment dans les territoires à tous les niveaux, quoi. Exactement. Et puis c'est aussi, je dirais, dans certains cas, on valorise ce que j'appelle le bénévolat aveugle. Parce qu'on a des gens, quand on va c'est arrivé d'aller dans certaines communes, et les élus qu'on rencontre disent, nous on sait qu'on a des personnes qui donnent de leur temps, mais voilà, elles ne se manifestent pas, il n'y a pas forcément d'accompagnement, etc. Et ce que vous nous proposez nous intéresse beaucoup parce que justement, vous allez pouvoir les accompagner, les sensibiliser. Je veux dire, c'est aussi notre rôle de promouvoir aussi ce que l'on fait à l'Action sociale retraite. Est-ce que parmi les bénéficiaires qui sont accompagnés par ces bénévoles, est-ce que certains sont Malakoff Humanis, sont Agir Carco, et s'ils ont besoin d'une aide quelconque,
peut-être qu'on peut les aider, et bien souvent, on les aide. Donc ça va au-delà de l'action de bénévole pure et dure. Notre objectif, c'est aussi de dire, OK, on a certaines situations où on peut accompagner autrement. On a eu un cas, un monsieur qui était aidant, son épouse était malade, et ce monsieur était aidant. Et un jour, il a dit au relais, au président du relais, voilà. Donc il a manifesté, etc. Et moi j'ai dit, on va voir ce qu'on peut faire, on va l'aider. Et on l'a aidé, on a mis en place des aides, etc. Mais à chaque fois que je vais dans ce relais amical, à chaque fois j'ai le président, il vient me voir, il me dit, tu sais, j'ai vu monsieur Untel, mais il me l'a encore redit, hein, merci beaucoup Malakoff Humanis, vous m'avez aidé, et aujourd'hui j'ai une solution, je suis soulagé, je peux souffler, je peux venir à des activités alors qu'avant je pouvais pas, etc., etc. Et moi quand j'entends ça, c'est magique, quoi. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la perception du bénévolat chez les seniors et qu'on débunk une idée reçue selon laquelle il n'y aurait que des retraités parmi les bénévoles du secteur associatif. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 bénévoles sur 10 en moyenne ont plus de 65 ans. Donc, on voit qu'il n'y a pas de surreprésentation des seniors dans le bénévolat en France. Et celui-ci est même en baisse d'année en année, puisque l'étude de France Bénévolat en 2022 révèle que le bénévolat des 65 ans et plus est passé de 38% à 26% en une dizaine d'années. Donc, le bénévolat est en perte de vitesse dans toutes les générations, d'ailleurs, et en particulier chez les femmes. Donc, on voit bien que c'est un mythe, quoi, cette idée de surreprésentation des retraités parmi les bénévoles. Alors, je veux juste revenir sur le fait qu'effectivement, sur le milieu associatif, une majorité de personnes sont des seniors. Je veux dire, attention, ça dépend de quel milieu associatif. Si on est sur de l'association plutôt activité sportive, il est clair qu'on va retrouver effectivement plutôt la jeune génération, voire les papas, les mamans qui vont effectivement s'investir dans l'association parce que mon gamin, ma gamine est dans l'association d'athlétisme ou autre et ok, je vais m'engager, je veux bien être bénévole, voilà. Après, il est vrai, et ça les chiffres le montrent, c'est vrai qu'aujourd'hui sur tout le volet social, on est effectivement plus sur une majorité, je dirais, de personnes dites seniors sur ces activités dans le milieu associatif. Et moi, dans le bénévolat, ce que je souhaite développer, ça fait partie de mes ambitions, c'est de travailler sur un bénévolat à la fois sur la durée, parce que ça j'y crois beaucoup, parce que c'est répondre à un besoin, et puis travailler aussi sur du bénévolat, je dirais, intergénérationnel. Comment dans une association qui est peut-être aujourd'hui uniquement animée par des personnes retraitées, comment demain cette association elle peut vivre avec justement de l'intergénérationnel. Et aujourd'hui, on tente une expérimentation dans 2 relais amicaux, et là c'est tout frais, c'est depuis le 1er novembre, on accueille 2 personnes en service civique. Alors là aussi, je dirais c'est facile, il y a des jeunes en service civique, et tant mieux, je veux dire, il y a des personnes qui ont besoin, etc. Mais quand tu demandes à une association d'accueillir 2 personnes en service civique, et bien là il y a un frein, parce que nous sommes bénévoles, ce sont des jeunes, nous on est des seniors, ils vont pas, ça va pas matcher, et qu'est-ce qu'on va leur donner à faire, etc. Enfin, toutes ces questions-là, elles se posent. Alors pourquoi je le dis? Parce que quand j'ai proposé il y a quelques mois à des associations de prendre des jeunes en service civique, c'est exactement les questions, enfin les réponses qu'ils m'ont faites. C'est dire, ouais, ok, le sujet est intéressant, mais faut les prendre, faut des tuteurs, etc., etc. Et on a abordé le sujet différemment. En disant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans vos missions de bénévolat? Pour qui? Et est-ce qu'il y a des gens qui venaient à l'association, qui ne viennent plus? Et pourquoi? Et là, on a commencé à tirer la ficelle et à détricoter le truc. Les gens qui viennent à l'association aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en capacité de venir à l'association. Donc ça, tout va bien. Les gens qui ne viennent plus, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont soit vieillissants, qui ne sont plus en capacité physique de venir, de se déplacer, de prendre les transports en commun, de conduire leur voiture, etc. Et qu'est-ce que l'on peut avoir comme mission de bénévolat? Est-ce qu'il n'y a pas des missions de bénévolat un peu cachées derrière tout ça, qui pourraient être développées et qui nous permettraient justement que ces personnes-là, elles soient toujours dans le circuit et qu'elles continuent à venir physiquement à un événement mensuel, à une activité régulière, etc.
quand vous éditez le bulletin pour expliquer les activités ou ce que vous avez fait sur le trimestre ou ce que vous allez faire sur le trimestre prochain. Peut-être que on peut imaginer que des jeunes en service civique aillent porter chez la personne ce bulletin. Voilà, donc des petites actions comme ça qui correspondent aux missions que peuvent faire les jeunes en service civique, qui correspondent aux valeurs qu'elles ont et qu'elles doivent accomplir. Et moi, les relais amicaux avec qui on mène l'expérience m'ont dit, mais dans ces conditions, effectivement, ça nous intéresse. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la question du bien vieillir rattaché à des considérations un peu plus économiques. On sait qu'il y a un lien direct entre la pratique d'une activité bénévole et l'amélioration du bien-être physique et psychologique chez les aînés ou les retraités. Ça a été révélé par plusieurs recherches, autant aux États-Unis qu'au Canada ou qu'aux Pays-Bas, même si des fois le lien de causalité n'est pas toujours évident à établir, mais on sait que bénévoler, puisque ça se dit aussi, bénévoler comporte un certain nombre de bénéfices tant sur le plan physique que psychologique. C'est tout ce qui relève de ce qu'on peut appeler la prévention sociale globale. Donc bien vieillir, c'est un petit peu dans l'intérêt de tous et y compris de l'économie, puisque des seniors en bonne santé, ça permet logiquement de limiter des coûts de protection sociale. Alors je voulais te demander s'il y avait des chiffres là-dessus, si on était capable de mesurer ça en fait. Alors aujourd'hui, moi très honnêtement, j'ai pas de chiffres là-dessus. Je dirais que on l'entend régulièrement sur, alors pas forcément uniquement sur l'engagement, mais sur le fait de côtoyer une association, de venir à des activités, etc. Je l'ai encore entendu cette semaine, de dire, et les propos de cette personne, c'était les suivants: je suis veuve depuis un an et demi, je viens au relais amical, mais mon meilleur psy, c'est le relais amical, parce que je rencontre des gens, parce que voilà. Et ça, je trouve que c'est hyper riche. En fait, j'aimerais qu'on ait un regard peut-être un peu plus macro sur la cause des aînés au global, finalement, de manière générale, et sur le manque de visibilité que peut avoir cette cause. D'ailleurs, elle arrive en 8e position des causes les plus plébiscitées par les Français, selon le baromètre Apprentis d'Auteuil 2023, puisque dans le top 5, on retrouve sans surprise la santé et la recherche médicale, l'aide aux personnes démunies, les urgences, donc c'est toutes les catastrophes humanitaires qu'on vit. Auquel on est témoin, la défense des animaux, l'enfance, la jeunesse, l'éducation. Donc ça, c'est vraiment les causes chouchous des Français. Le handicap, lui, il arrive en 6e position. Qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi, pour que cette cause que vous portez si ardemment, finalement, au sein de Malakoff Humanis, soit moins délaissée par la philanthropie? Moi, je pense que ça... Moi, je dirais que par rapport on rejoint un peu le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, par rapport aux missions. Aujourd'hui, et que ce soit des jeunes ou quelle que soit la génération, aujourd'hui, quand on veut s'intéresser aux aînés, entre guillemets, il y a une image, qui est toute faite, quoi, alors encore une fois, c'est pas péjoratif quand je dis ça, l'image d'un vieux ou d'une vieille, quoi, qui est dépendante, voilà, c'est l'image que l'on a. Et c'est faux, je veux dire, oui, il y a des gens comme ça malheureusement, mais il n'y a pas que ça. Et puis même ces gens-là, je veux dire, on peut faire quelque chose pour eux. Et donc il faut changer cette image-là. Et par rapport aux missions, souvent les gens se font une idée de la mission. Tu vois, l'autre jour, quand on discutait, qu'on avait cette conférence, cette réunion de travail avec le médecin là, qui était gériatre, qui était en établissement, en EHPAD, il disait. Et je l'ai aussi, quand on interroge des jeunes en service civique, tout à l'heure on parlait de jeunes en service civique, quand tu leur dis c'est quoi un senior, c'est un vieux qui est dépendant. Tu vois, le raccourci il est tout de suite fait, quoi. C'est un vieux qui est dépendant. Mais est-ce que tu ne te fais pas une autre image du senior? Est-ce que tu ne te fais pas une autre image d'une personne aînée? Et n'oublions pas, quand je reprends l'exemple de tout à l'heure, où je disais que il y avait de 1931 à 1961, je veux dire, voilà, tout le monde a sa place et tout le monde est en capacité, voilà, à sa place tout simplement. Donc je pense qu'il faut changer quel type. Là aussi, c'est qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction des générations, en fonction des années, parce qu'on sait qu'effectivement il y a peut-être des choses qui vont mieux marcher sur du 60, 70 ans. Tu sais, il y a des tranches d'âge quand t'es senior, il y a différentes. Et puis il y a le grand âge. Qu'est-ce qui peut fonctionner? Savoir aussi accepter, il y avait ce médecin, il disait qu'il fallait savoir accepter que
à arriver à un certain âge, tu n'allais pas faire un atelier d'1 heure sur de la simulation cognitive, parce qu'au bout de 3 minutes ou 5 minutes, ça va déconnecter. Bah oui, okay, il faut l'accepter en tant que bénévole, et c'est plus apprendre comment être bénévole et quelle attitude avoir en tant que bénévole par rapport à la population avec qui tu vas avoir une activité. Et ça, c'était très intéressant et très riche, sa façon dont il exprimait les choses. Donc moi, je pense que c'est effectivement, qu'est-ce que l'on propose, comment on peut proposer des choses intéressantes, et aujourd'hui, voyons qu'il y a une chose qui se produit aujourd'hui de plus en plus, et qui peut-être, je l'espère, contribuera justement à donner une place vraiment aux aînés, c'est que beaucoup d'établissements aujourd'hui veulent s'ouvrir à l'extérieur. Et ça, tu l'entends régulièrement aujourd'hui. Alors, on parle de tiers-lieux, on parle d'EHPAD qui s'ouvrent, ou de résidences seniors qui s'ouvrent à l'extérieur, qui proposent à des personnes comme toi et moi, qui peut-être ont un peu de temps libre ou veulent faire une activité, de venir la faire au sein de leur résidence. Venir déjeuner. Là aussi, il y a des tas d'imagination et des tas de projets qui sont mis en place. Quand tu vois, moi, par exemple, sur l'EHPAD dont je te parlais tout à l'heure, il y a un projet de brasserie pour faire de la bière. Bon, pourquoi pas. Voilà, faire de la confiture, pour faire de la confiture, on peut le faire avec des personnes qui sont résidents dans cet établissement, mais on peut très bien être bénévole parce que il va falloir touiller, il va falloir faire ceci, il va falloir mettre en pot, etc. Et c'est pas forcément à la portée et la facilité des personnes qui sont aujourd'hui résidents. Donc je pense que si on change justement et on éduque un petit peu les gens sur le fait que accompagner des personnes seniors, ou aînés, parce que je veux dire, quand tu as 70 ans, tu n'as pas forcément besoin d'être accompagné, mais on va dire sur une catégorie peut-être plus grand âge, où il commence à y avoir des pertes, je dirais, physiques, peut-être cognitives dans certains cas, mais surtout physiques, c'est de voir quelle mission on peut leur proposer, qu'est-ce qui répond et qu'est-ce qui satisfait justement ces personnes-là, de quoi ont-elles envie, est-ce qu'elles ont envie aussi, je pense majoritairement oui, de continuer à être présent dans la société. Je veux dire, c'est pas parce qu'encore une fois t'as cet âge-là que voilà, tu dois plus être connecté. Donc, comment on peut les aider et quelle mission on peut proposer, et casser aussi cette image. J'arrive dans un établissement, je fais mon activité, et j'ai 1 heure et je fais mon activité. Voilà, c'est accepter que ma mission, c'est pas que mamie elle sache envoyer un mail aujourd'hui à ses petits enfants. Elle y arrivera, mais peut-être pas aujourd'hui. Elle y arrivera peut-être demain ou après-demain ou la fois d'après. Mais ça, il faut l'accepter. Or, si le bénévole, il s'est fixé comme mission que tous les participants à son atelier aujourd'hui doivent savoir à la fin de l'atelier envoyer un mail, il se plante. Et ça, on doit éduquer aussi les bénévoles par rapport à ça, et accepter qu'en fonction de l'âge, il faut réagir différemment, et il faut l'accepter, et qu'il faut pas être frustré en tant que bénévole. C'est pas un échec dans son bénévolat, c'est accepter que la personne qui est en face de nous, elle n'a pas non plus toutes les capacités, et ça, il faut l'accepter, mais ça s'apprend, et il faut être sensibilisé aussi là-dessus. Ça, c'est vraiment à l'échelle du bénévolat, mais si on réfléchit un petit peu plus au niveau du soutien à la cause financièrement, tant par le grand public que les fondations ou les entreprises, est-ce que tu crois pas que les entreprises ont aussi une responsabilité là-dedans? Parce qu'en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que ces entreprises préfèrent des initiatives philanthropiques en fait qui résonnent bien évidemment chez leurs clients ou dans les médias. Donc c'est ce qu'on appelle les causes un peu plus sexy ou bien en vue, comme par exemple, je sais pas moi, le soutien à la biodiversité et à l'environnement, ou aux victimes de catastrophes naturelles, etc. Donc des choses qui résonnent beaucoup plus fortement dans les médias. En fait, on s'aperçoit que ces entreprises, elles préfèrent s'associer à des causes qui sont visibles, justement pour améliorer leur réputation. Donc, et en même temps, ces entreprises, elles sont confrontées au vieillissement aussi de leur force de travail. Elles sont confrontées aussi à ces enjeux intergénérationnels. Et elles seront elles-mêmes, les acteurs de l'entreprise seront eux-mêmes confrontés à ces problématiques-là. Moi, je pense que, comme tu le dis tout à l'heure, il y a des grandes causes qui sont aujourd'hui la biodiversité, l'écologie, etc. Mais est-ce que c'est pas, pour certaines entreprises
qui le peuvent, parce que toutes les entreprises ne le peuvent pas agir. Mais est-ce que c'est pas un peu un effet d'une part un effet de mode? Il faut pas être différent des autres, puisque si on prend des entreprises, je dirais de même échelle, même niveau, est-ce que justement c'est dire ok, il y a telle entreprise, on est à peu près de la même taille, eux ils font ça, nous on le fait pas, et si on le fait pas, vis-à-vis de nos clients justement, ça reste ça reste très client, très voilà. Il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer à nos clients que nous aussi on est dans le truc. Sauf que, comme tu le dis, la cause des aînés, c'est pas une cause aujourd'hui, parce que c'est pas une cause qui est suffisamment poussée et mise en avant, peut-être aussi par nos politiques. Alors si on en parle, on dit mais ça, dans l'esprit des gens, c'est dire c'est l'histoire des politiques. Et pourquoi c'est pas l'histoire de tout le monde? Et pourquoi c'est pas l'histoire des entreprises? Et pourquoi cette cause, elle est pas mise en avant non plus? Je pense qu'aussi peut-être qu'une piste de réflexion, ce serait de voir comment croiser la cause des aînés avec des causes qui sont plus visibles, comme par exemple la cause LGBTQ, ou la cause intergénérationnelle, tout simplement. Donc peut-être que ça peut être une stratégie aussi, une manière d'intéresser plus largement à cette cause en la croisant avec d'autres qui sont plus visibles, en tout cas. Écoute, merci beaucoup Philippe. Merci à toi Charlène. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.